Alors, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur Omi Moms, le podcast qui accompagne les femmes à 100% dans leurs problématiques. Je suis trop contente de vous avoir aujourd'hui dans un nouvel épisode avec vraiment un sujet qui est un peu difficile, mais qui, je suis sûre, va apporter à beaucoup sur comment se reconstruire et espérer avoir une famille quand on a vécu des abus physiques et sexuels. Aujourd'hui, il y a une invitée très précieuse à mes yeux qui est Delphine Le Pennec, qui est juste ici, qui va nous témoigner de son parcours et vous apporter des clés aussi sur comment se reconstruire. Et je la laisse se présenter du coup. Écoute, tout le monde, que vous allez bien. Moi, ça va plutôt bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci infiniment. Donc, Delphine Le Pennec, j'ai 3 enfants, je suis mariée et dans la vie, je fais plein de choses. Mais une des choses que j'aime, entre guillemets, le plus, c'est être la mère de mes enfants. Ça, c'est mon mandat. Ça, c'est le truc que j'aime le plus faire. C'est fatigant. C'est challengeant. Mais vraiment, ça, c'est ça. Je suis aussi entrepreneur. Je suis écrivain. Je suis conférencière. Conseillère en images. Bref, je fais plein de choses. On est aussi pasteur avec mon époux depuis maintenant 15 ans. Voilà à peu près qui je suis. Voilà. Oh, génial. En tout cas, je suis trop contente de t'avoir avec moi sur le sujet. Pour ceux qui savent pas, et la raison pour laquelle vraiment j'avais envie de parler de ce sujet, c'est que je t'ai rencontré, même si elle a oublié, je t'ai rencontré du coup à l'église MLK, donc là où je servais, enfin au début là où j'étais et après là où j'ai servi. Du coup, t'étais avec ton mari, pasteur des jeunes, et vous parlez beaucoup, vous encouragez beaucoup aussi sur le célibat, etc. Donc j'avoue que les émissions que j'ai le plus regardées, c'était comment trouver son mari, comment savoir si c'était le bon, etc. Enfin les petits panels que vous faisiez. Et en fait, l'autre fois où je t'ai revu et où vraiment c'était un moment qui était vraiment dur et à la fois super pour moi, c'est une journée d'évangélisation. Pour ceux qui ne connaissent pas, les journées d'évangélisation pour les chrétiens, c'est quand tu chantes, quand tu viens parler un peu de la parole de Dieu. Et on était du coup devant la Tour Eiffel. Il y avait plein d'intervenants, il y avait Cospiel, il y avait plein de gens. Et c'était vraiment un moment où il y avait de la louange. Enfin, c'était incroyable. Vraiment, je sentais que vraiment il y avait quelque chose il y avait quelque chose dans l'air qui planait, genre l'amour et la guérison. Et avant juste que tu interviennes, il y a une personne qui est venue me voir et tout, qui m'avait dit, j'ai quelque chose à te dire. Je la connaissais pas du tout. Et moi, je supportais pas les trucs comme ça dans les événements chrétiens, où quelqu'un vient me voir dire, j'ai à cœur. Dieu m'a dit. Ça me fait toujours flipper, tu vois. Mais ça va, c'était pas un garçon, c'était une femme. Et elle était venue me dire, je te regarde depuis tout à l'heure et tout. J'étais, moi, pourquoi? Et elle me dit, j'ai vraiment à cœur de dire, que en fait Dieu va te restaurer. Et elle me connaissait pas, on s'était jamais vu. Elle me dit, j'ai vraiment à cœur de dire que Dieu va te restaurer et en fait je te vois avec un mariage qui arrive. J'étais là en mode ouais, d'accord, pourquoi tu me dis ça? Enfin, j'étais pas vraiment très à l'aise. Elle me dit non, et elle a commencé à me parler, à me dire sans indiscrétion, est-ce que tu as été abusée et tout. Et là, je commence à me mettre en larmes. Je me dis non, ça y est, elle va raconter toute ma vie là. Et elle commence à me parler de ma vie, etc. Et me dire je te vois mariée en fait. Et elle savait pas si j'étais mariée ou pas. Ça se trouve que j'aurais pu lui dire attends, je suis déjà mariée, ma belle, là tu te trompes, alors que pas du tout. Elle a commencé à me parler. Et juste après, donc il y avait de la louange, un temps d'adoration. T'as commencé à parler, je crois que t'avais pris le micro. Je crois qu'il y avait ton mari et ton enfant, premier. Les deux, ouais. Les deux. Ouais. Et t'as commencé, et toi-même, t'étais pas bien, t'étais en tout dans toutes tes émotions, et tu disais, j'ai vraiment à cœur de dire à certaines femmes qui ont été abusées que Dieu va vous restaurer. Tu disais des trucs de ouf. Tu disais, Dieu va vous restaurer. Et tu t'as dit un truc, du coup, c'était ma vie. T'as dit, il y en a, elles ont vécu des incestes, Dieu va vous restaurer. Tu dis ça? Ouais, t'as donné vraiment des détails. Wow. Sur la vie de plusieurs personnes et tout. Et je me souviens qu'il y avait plein de filles à côté de moi. On était toutes en pleurs. On se connaissait pas. On était toutes en pleurs. Et du coup, c'est là après où je crois que t'as fait quand même un appel pour que les personnes viennent. Et on s'est toutes avancées en mode c'est moi. Et c'était un moment incroyable parce que déjà avant que tu parles, il y avait quelqu'un qui était venu. Et en fait, le fait que tu parles, ça a confirmé. Et moi, j'étais trop en mode quand la première fois que la personne est venue me voir, j'ai dit non, mais vas-y, c'est bon. Peut-être qu'elle a, je sais pas, ça suffit. Elle est pas sûre, c'est pas sûr. Alors que si, ce qu'elle a dit, c'est ce que j'ai vécu. Mais le fait que toi, en plus, je te connaissais, ça veut dire que la personne qui était venue, je la connaissais pas, donc je me méfie un peu. Mais toi, je te connaissais, je te voyais tous les dimanches presque à MLK, je voyais tes enfants, je voyais ton témoignage, et vraiment, t'étais un peu genre une source d'inspiration. Moi, je me disais, je vais être comme elle avec des enfants et tout. Est-ce que je vais pleurer? Peut-être. Mais le fait que tu viennes, en fait, c'est comme si Dieu savait qu'il fallait que je voie quelqu'un que je connais de loin, à qui j'ai déjà parlé,
Pour être rassurée. Pour me rassurer, en fait. Et non, quand t'as parlé ça, c'était les larmes, le fleuve. Et du coup, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, ça va. Enfin, j'aurai le temps de raconter un peu ce qui m'est arrivé. Mais c'est ouf parce que le fait que j'ai envie de parler de comment se reconstruire, avoir une famille, aujourd'hui, c'est ce que j'ai. Et du coup, quand on s'est parlé sur Insta, je me dis, mais elle sait même pas à quel point elle est responsable de ce podcast. Elle est responsable du fait qu'aujourd'hui, enfin, tu fais partie, en tout cas, du processus. Tu sais, quand on dit que Dieu dépose des petites graines sur le chemin, et franchement, tu fais partie des graines et je suis trop contente que tu sois là avec moi. Et j'aimerais bien que tu nous dises du coup un peu, parce que bon, moi je le sais, mais peut-être que certaines ne savent pas, un peu ton parcours et que tu nous apportes un peu ta vision des choses, quoi. Alors, attendez, laissez-moi d'abord digérer les informations. Je savais pas tout ça. Ouais. Et je savais pas. Vraiment, ça me touche encore davantage parce que voilà. Oh. Alors, oui, parce qu'en fait, tu sais, des fois, tu te dis, mais est-ce que vraiment ce que je fais, est-ce que vraiment Et puis là, en fait, oui. I'm here. Donc, merci beaucoup de me témoigner de ça. Ça m'encourage encore plus davantage. Donc, voilà. OK, séquence émotion. C'est bon. On va essayer. Alors, moi, mon parcours, quand j'en parle, c'est avec le sourire. Pourtant, c'est grave ce qui s'est passé. Ouais. D'accord ? Pourquoi ? Parce que en fait, je suis tellement restaurée, je suis tellement bien dans ma peau, je suis tellement heureuse, je suis tellement épanouie que en fait, quand j'en parle, je suis obligée de sourire. Je suis obligée parce que c'est ce qui me définit maintenant aujourd'hui, donc je peux pas faire autrement, tu vois. Mais le sujet est quand même assez grave et assez profond. Pour faire un simple, dans mon enfance, donc été abusée sexuellement, et puis j'ai grandi avec. En fait, si tu veux. Quand j'ai vécu ces choses-là, quand on vit ça, notre corps, tout notre être entier, en fait, il bug, en fait. Tu sais, tu subis la chose et puis ton esprit, il va ailleurs. Et puis, à quoi tu reviens à toi, tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je comprends pas, etc., etc. Bref, et en fait, quand j'ai vécu ça, je me suis tue. J'ai donc dit à personne. Et justement, l'une des dernières fois où ça s'est vraiment passé, en tout cas pour la première partie, j'étais déterminée à mettre fin à ça. Pourtant, j'avais, je pense, entre 6 et 8 ans, donc j'étais vraiment petite, quoi. Mais je savais que la personne qui me faisait ça, c'était pas normal ce qu'elle me faisait, tu vois. Et je me rappelle très très bien, le matin, je me prépare, tout ça, et dans ma tête, c'était, aujourd'hui, ça va se finir, aujourd'hui, en fait. Donc voilà, chez la personne en question, bref, c'est vraiment d'être très... très, 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 très général, pour pas trop dire de détails. Et en fait, il commence à faire ce qu'il fait comme d'habitude. Et puis, d'un coup, en fait, je me lève et je dis, non, je veux plus, stop, c'est fini. Et je quitte la pièce, je me retourne pas, en fait. Et ça s'est fini comme ça. Et c'est un acte assez courageux pour une gamine de 6-7 ans, tu vois. Mais en fait, l'acte courageux, c'était pas vraiment moi, en fait. C'est Dieu qui était là, clairement. Parce que voilà, je suis aussi croyante et voilà. Et mon premier épisode, donc je grandis avec, tout ça, sans même me rendre compte finalement des conséquences sur ma vie. Et puis quelques mois plus tard, je pense, parce que souvent dans les quartiers, t'as toujours le fou du quartier, genre, faut pas lui parler parce qu'il est bizarre, parce que machin, bien, bref, tu vois. Et en fait, donc effectivement, le fou du quartier. Ce qui se passe, c'est que il a donc une petite sœur avec qui je suis donc amie. Je pars donc chez eux pour voir donc mon amie et elle n'est pas là. Mais il me dit mais vas-y rentre, t'inquiète et tout. Elle va arriver. Enfin, je sais pas ce qu'il m'a dit. Bref, donc moi je rentre parce que je me dis voilà, je sais pas. Mais en fait je rentre, mais j'ai eu des alertes. Pourtant je suis petite, mais je me dis ça, je sais pas. Je me mets dans le canapé, je sais pas, je me sens pas bien. Je sais très bien qu'il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Et il me sert à boire, sauf que la boisson qu'il me sert, elle vient de sa chambre. Tu sais, je me dis, mais c'est bizarre. Je me dis, c'est des trucs qui sont pas clairs, tu vois. J'ai pas bu la boisson. Et en fait, il commence à faire ce qu'il a à faire. Et là, je me lève d'un bond parce que je sais très bien que ce qui va se passer par la suite, ça va être dramatique. Et je sais pas comment te l'expliquer, je sais pas comment te le dire, mais à ce moment-là, en fait, je me lève et je quitte l'appartement, tu vois. Il m'a pas redit. Vraiment, c'était, je sais même pas comment l'expliquer, tu vois.
En tout cas, ces choses-là, en fait, ont impacté le qui j'étais. J'ai grandi avec sans même me rendre compte, en fait, que ça n'allait pas. Une des conséquences, c'était la colère. J'étais extrêmement colérique, mais sans savoir d'où ça me venait. J'étais très colérique, très nerveuse. Quand on me disait non, je disais comment ça, non. Et du coup, je partais dans des trucs, voilà. J'étais très nerveuse. Je voulais constamment avoir le dernier mot. Je voulais constamment dominer. Enfin, c'était vraiment que ça. Et justement, ce comportement-là, en fait, même dans mon mariage, je l'ai ramené, tu vois. Mais je savais pas d'où ça me venait. Et je me disais, voilà, c'était parce que comme je suis une femme noire, donc voilà, forcément le tempérament chaud, caractère, etc. Mais en réalité, c'était pas ça, tu vois. Et je dirais même que c'était même une excuse pour nous dire, ah vas-y, je suis une Congolaise, donc forcément nous on est. Alors qu'en fait, c'était pas ça vraiment l'origine du truc, tu vois. Donc j'ai grandi avec toutes ces choses-là, sans même me rendre compte en fait que ça m'avait finalement façonné et que tout ce que je faisais était filtré à cause des abus dans mon passé. Mais j'avais aucune idée que c'était à cause de ces choses-là, tu vois. Donc voilà un peu. Ouais, je comprends. Et du coup, comment déjà, parce que j'en parlerai après, mais comment t'as, parce que dans l'abus, t'as ce truc il faut comprendre que c'était un abus, tu vois. Oui. Déjà, à partir de quand t'as commencé à comprendre ce que c'était un abus et parce que il y a vraiment ce temps de il s'est passé quelque chose quand t'étais petite, etc. Mais après, quand t'as su que c'était pas bien ce qui s'est passé, parce que du coup, t'as toujours dit tu le savais au fond de ton cœur. Mais est-ce que t'as un moment où tu t'es dit, parce que quand on est petite, on sait pas encore que t'as la loi, que la personne n'est pas allée en prison, que il y a la justice qui peut arriver. Et surtout, t'as les parents. Est-ce que, sans indiscrétion, est-ce que t'as réussi à en parler? Demander de l'aide, mais tu vois, comment tu te sentais dans cette période-là? Et surtout, est-ce que t'arrivais à te dire, ah, mais quelqu'un va peut-être m'aider, tu vois, peut-être que quand on est petite, on n'a pas encore le truc de se dire, le recul. C'est tellement pas normal qu'il faut que je demande de l'aide à quelqu'un, tu vois. Ouais, je n'ai pas la personne, en fait. Je sais même pas si les agresseurs, ils m'ont dit de me taire. Je m'en souviens même pas, tu vois. Mais vraiment, je l'ai pas verbalisé. Par contre, mon comportement non verbal, tu vois, parlait pour moi. Oui, et je sais pas si mon entourage, si mes parents l'ont capté, ont vu des trucs. J'ai pas l'impression, je pense pas. Et en plus, le pire, c'est que vraiment, j'en veux à personne parce qu'en vérité, voilà. Mais même en grandissant, je sais pas si les gens. Honnêtement, j'en ai parlé vraiment dans mon mariage. Wow. Je me suis mariée, j'avais 24 ans. J'ai été en couple à 20 ans avec mon mari, 21 ans. Je pense qu'on s'est mariés du coup en juillet. Et ça a commencé vraiment à bugger entre nous, je pense, en octobre-novembre, tu vois. Au niveau de l'intimité. Tu sais, j'étais pas forcément très... j'étais clairement frigide, quoi. Clairement, ça passait pas du tout. Même juste des trucs affectueux, juste ça passait pas. Enfin, j'étais quand même assez très très fermée. Oui. Donc c'est vraiment quand j'ai eu 25 ans que j'en ai vraiment parlé. Non, j'ai des bêtises. On s'est mariés en juillet. Je pense que c'est en mars que j'ai vraiment compris. 24 ans et demi. Ouais, voilà. Que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un souci. Ouais. Et j'ai commencé du coup à parler à ce moment-là. Tu vois. À ton mari, du coup, directement. Alors, pour mettre un peu le contexte de comment ça s'est passé, c'était pendant un temps de louange, donc dans une réunion de femmes. Et j'arrivais pas forcément à louer Dieu. J'étais un peu, j'étais pas très bien. Je faisais que pleurer. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai? J'en ai marre d'être comme je suis. Parce qu'il faut savoir que j'étais une femme très... dans mes émotions, pas du tout stable en fait. C'est-à-dire que lundi à midi, je vais rigoler. Lundi à midi 5, je vais te crier dessus. Après, lundi à midi, allez, 15, ça va aller. Par contre, à 14, tu vois, c'était pas normal en fait. Ouais. Et du coup, et là en fait, je sais pas comment toi Dieu te parle, mais moi, quand je me parle d'un truc vraiment qui est très 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 important, il dit pas genre bonjour ma chérie, comment tu vas? Alors comment? Non, il me boum. Et là, il me dit écoute Delphine, t'as été abusée dans ton enfance en fait. Donc là, je tombe sur ma chaise
Et en fait, à ce moment-là, quand j'apprends du coup l'information, eh ben, c'est bizarre à dire, hein. Mais à ce moment-là, pour moi, c'est la libération. C'est genre, ah, c'est à cause de ça que je suis comme ça. D'accord, ok. Ah, enfin, je sais. Enfin, je suis soulagée. Enfin, je peux du coup, avancer, faire différemment. Enfin, je suis limite contente de savoir que c'est ça, en fait, à cause de ça que ça ne va pas, tu vois. Et à partir de là, j'en ai parlé. J'avais besoin de le dire aux gens que j'ai subi ça. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Qu'est-ce que? Et dans la foulée, mon époux, si je lui ai dit, il était comme moi en mode ah, c'est ça. Ah, enfin, on sait. Tu vois. Donc, c'est vraiment très tardivement, entre guillemets, que j'en parle, en fait. Ouais, tu m'étonnes. Du coup, c'est ouf parce que j'ai l'impression que chez les victimes, t'as beaucoup ce truc de... T'as un moment dans la vie où c'est comme si tout revient. Ouais. Et tu comprends que... Parce que, moi, j'ai été abusée aussi quand j'étais petite, du coup, à 7 ans. Et j'appelle ça une inceste symbolique, dans le sens où c'était pas mon père, biologiquement, mais c'était une figure paternelle, c'était mon beau-père. Et chez nous, les figures paternelles, on les appelle papa. Sachant que, c'était le compagnon de ma mère. Je pouvais pas l'appeler par son prénom. Et comme je suis congolaise, on appelle les gens papa. Et on suivi de leur prénom. Du coup, à partir du moment où tu appelles quelqu'un papa, ça veut dire que tu le considères comme une figure paternelle. Mais comme j'avais pas de contact avec mon père biologique, je l'appelais papa, quoi. Ouais. Et du coup, il y avait des abus continuels qui se passaient sans que je sache vraiment que c'était un abus. Et sans que ma mère ne le sache, parce que c'est quand elle était pas forcément là. Et en fait, quand ils se sont séparés, etc., moi, je savais qu'il y avait des trucs qui s'étaient passés, mais j'avais 6-7 ans, un peu comme toi. Du coup, je savais pas vraiment ce que c'était. Dans le sens où, il me dit de venir dans la chambre, je viens, quoi, j'ai pas trop le choix. Et t'as aussi la peur parce que, moi, il y avait beaucoup ce truc de culpabilisation, dans le sens où il y avait des phrases très violentes, du style, je vais dire à maman que t'as pris 3 gâteaux au lieu de 2. Cette phrase-là, parce que j'étais très, très gourmande. Et je pense que la nourriture, ça a été un moyen de cacher mon stress. Parce qu'en vrai, c'était des moments très stressants. Bien sûr. À chaque fois que maman n'était pas là. Et je savais que c'était pas normal, mais en même temps, j'avais peur parce que je me disais, je sais pas, etc. Et t'avais beaucoup de phrases violentes. Maman, je vais dire que t'as fait ça aujourd'hui. Je vais dire que t'as pas été gentille, t'as été méchante aujourd'hui. Et souvent, c'était avant de me coucher, parce c'est lui qui nous couchait, tu vois. Donc, attention, si tu dis à maman, je vais lui dire que t'as fait ça aujourd'hui. Et en fait, quand ils se sont séparés, j'avais toutes ces phrases-là, souvent, dans la tête. Ah mince, mais si je fais ça, maman va me disputer, elle va me punir. Ce truc de culpabilisation, tu vois. Donc, j'ai beaucoup grandi comme ça. Et surtout, j'ai oublié, en fait, que j'avais été abusée parce que je comprenais pas le concept de l'abus sexuel, ni le concept du consentement, parce qu'on en a jamais parlé, tu vois. Et j'ai grandi comme ça, pareil, un peu comme toi, en étant très en colère, mais en même temps, en ayant ce besoin d'amour paternel, continu. J'avais besoin d'amour, de reconnaissance. À chaque fois que je rencontrais quelqu'un, un ami, que ce soit un garçon ou une fille, j'avais tellement besoin de son amitié. D'ailleurs, pour me faire des amis, je passais mon temps à dire que j'avais pas de papa, qu'il était mort. Il est absolument pas mort. C'est juste qu'ils n'étaient pas en relation. Mais j'avais ce besoin de tout le temps chercher l'attention, de tout le temps chercher l'amour. J'avais tellement peur que les gens ne m'aiment pas, que j'arrivais pas à être moi-même parce que je me disais, mince, maman va pas être contente si je fais pas ça, ou un tel va pas être content si je fais pas ça. J'avais tout le temps ces phrases-là, tu vois. Donc finalement, ces phrases-là, elles t'ont finalement conduite dans tes amitiés, dans tes choix de vie, etc., etc. Tout le temps. En fait, mes amitiés, elles n'étaient pas basées sur mon choix, c'est-à-dire un choix rationnel qui a été fait parce que on s'entend bien. Non. Mes amitiés ont souvent été construites sur le fait de t'es la première personne qui m'aime bien, vas-y, let's go. Tu vois. Et ça a été très compliqué. Comment je me suis rendu compte que j'avais été abusée, c'était trop violent, dans le sens où, en fait, c'était en cours d'éducation sexuelle. D'ailleurs, je remercie beaucoup l'école parce qu'en vrai, les cours d'éducation sexuelle, c'est des cours où, en SVT, le professeur de physique-chimie, de sciences et vie de la Terre, plus une intervenante viennent te parler du corps humain. Qu'est-ce que c'est le corps humain? Qu'est-ce que c'est les règles? C'est à l'école que j'ai appris tout ça. Qu'est-ce que c'est le corps humain? Le consentement aussi, on vient mais à l'époque, c'était vraiment très vivement le consentement quand on parlait. Parce qu'il voulait pas être trop trash, etc. Mais on t'apprend surtout à ce que c'est un préservatif, etc. Toutes ces choses-là.
Et en fait, moi, ce cours, il était traumatisant parce que j'avais pas vu le corps humain, ce que c'était vraiment un corps humain. Et là, il nous montrait avec des images, etc. Je savais pas ce que c'était se protéger, etc. Et surtout, en fait, j'ai vu pour la première fois de ma vie un préservatif, des trucs, etc. Et bref, sans essayer de rentrer dans les détails, en fait, l'intervenante nous a appris à mettre un préservatif. Et j'ai eu un moment... genre où je me suis arrêtée comme ça et j'avais que des flashs. Wow. Je pense que j'ai eu un mélange de crise d'angoisse et je sais pas, un peu comme dans les films quand t'as toutes les images qui viennent. En fait, au moment où elle a mis le préservatif, elle expliquait simplement comment ça se met. J'ai eu des flashs de tout ce qui s'était passé. Wow. Mais vraiment de tout, tu vois. Et il y a plein de trucs aussi que j'ai pas eu parce qu'il y a plein de détails que je voulais pas. Donc en fait, mon cerveau, genre, il s'est shut down à un moment. J'ai dit non, c'est pas possible. Et j'étais en crise d'angoisse parce que c'est là où j'ai compris, grâce au fait aussi qu'elle parlait du consentement, que ce que j'avais vécu, c'était pas normal. Tu vois. Et surtout que c'était pas ma faute. Oui. Parce que quand elle parlait du consentement, elle disait oui, c'est quoi le consentement? C'est-à-dire verbal. Donc, expliquer que non, je ne veux pas. Et le consentement non verbal. C'est sûr qu'une enfant, il n'y a pas de consentement du tout. De base. Et franchement, ces moments-là, ça m'a traumatisée. Et je crois que j'avais quel âge? 15 ans. Je crois que j'étais pas bien pendant plusieurs semaines. Parce qu'en fait, j'avais compris que ce qui s'était passé, c'était pas normal. Et que en fait, c'était trop grave, tu vois. Après, j'ai essayé d'en parler, mais c'était très compliqué parce que ma maman, aujourd'hui, elle va très bien, je l'adore et tout. Mais du coup, c'était une maman célibataire. À l'époque, elle devait travailler, elle revenait tard du travail, elle était fatiguée. Moi, j'ai un jumeau, donc enchaîner avec un jumeau, des enfants, leur donner à manger. Ma mère, ça a vraiment été la super-héros de nos vies. Ça veut dire que vraiment, grâce à elle, on est aujourd'hui là où on est. Mais du coup, émotionnellement, c'est pas quelqu'un qui était available, genre disponible pour nous, parce qu'elle avait pas le temps, tu vois. Donc, à chaque fois que je voulais parler de quelque chose, et encore une fois, tu avais ces phrases, si tu le dis à maman, elle va pas être contente, elle va pas être fière de toi. Donc, je me dis, mais pourquoi lui dire, puisque de toute façon, j'ai pas envie de la décevoir ou de lui dire que c'est sa faute, tu vois. Et c'était très compliqué pour moi d'en parler, de lui dire, d'expliquer des trucs. J'avais essayé de lui parler de cette personne-là, et elle m'a dit, mais Joanne, tu sais pas, il est mort. Je dis, comment ça, il est mort? Oui, il a eu une maladie, après notre séparation, il a eu une maladie, il est décédé sur le coup. Elle me dit, mais en fait, moi, j'ai traîné un truc pendant des années dans mon cœur, et puis après, sans savoir que la personne déjà était décédée, et sans même pouvoir faire mon deuil. En fait, c'était trop bizarre, je pouvais pas faire mon deuil parce qu'elle était décédée, je pouvais pas me dire, ok, il va y avoir la justice, parce que de toute façon, c'est trop compliqué. Et d'un côté, je me disais, peut-être que c'est pas plus mal, tu vois. J'avais ces pensées d'enfant de me dire, il n'y a pas eu de justice, mais une justice divine. Alors, faut pas se dire ça. Mais c'est vrai que, en fait, comme j'ai pas eu, moi, mon temps de dire, ok, maintenant, en fait, le fait de me dire qu'il était mort, je me disais, j'ai pas eu le contrôle de la situation. C'était difficile, mais bon, au fur et à mesure, en fait, tes parents, je sais pas comment, quelqu'un qui n'a pas été abusé, c'est trop compliqué de lui expliquer ce que tu as vécu parce qu'il va avoir de la pitié pour toi. Mais toi, tu cherches pas de la pitié, tu vois. Tu cherches à ce qu'on reconnaisse ce que tu as vécu et qu'on t'aide aussi à te donner des clés, tu vois. Et souvent, c'était des questions, des trucs. J'ai pas envie que tu me reposes des questions sur l'événement, tu vois. Donc, franchement, je comprends ce que tu dis par rapport au temps que toi, ça t'a pris parce que du coup, moi, je suis mariée aujourd'hui, mais j'ai dû aller voir un psy et surtout un psychiatre. Parce que le fait d'avoir été abusé, de savoir que la personne était décédée, etc., ok. Mais tu as vraiment ce temps d'acceptation et ce temps de guérison qui était très difficile. Parce que j'allais à l'église, je demandais la délivrance, je demandais la guérison et j'avais l'impression de jamais l'avoir parce que j'étais continuellement en train de chercher de l'amour des gens, de l'amour des hommes aussi, des gens qui puissent me comprendre, qui puissent m'aimer parce que j'avais ce trou en moi, tu vois. Et en plus de me dire que ma sexualité, c'est pas moi qui l'ai décidé, c'est quelqu'un qui l'a décidé à ma place. Et en fait, j'arrêtais pas de me dire, ok, Seigneur, mais tu vas me guérir, mais dans tous les cas, j'ai rien décidé. Et tu vois, le fait qu'on parle des amis, j'ai pas arrêté de me dire, j'ai eu vraiment un moment existentiel de me dire, est-ce que les amis que j'ai, c'est mes amis, genre, ou c'est pas les amis de qui je pense être. Carrément, je me disais, est-ce que je suis ce que je suis? Et tu sais, ce truc de l'identité perdue après un abus, c'est vraiment, c'était vraiment difficile. Et c'est là où, franchement, je suis allée en thérapie. J'ai fait de l'art-thérapie aussi, donc par la chanson, un peu de musique, un peu de peinture pour essayer d'évacuer, d'extérioriser.
Et moi, au début, je pensais qu'en étant chrétienne, ça allait dû être guéri d'un coup. Et ça met du temps. Donc, je suis trop contente que... Ouais, je suis trop... Et vraiment, le jour où tu as fait ton témoignage, parce que tu avais parlé de ton témoignage aussi. Aucun souvenir. Vraiment, c'était... Elle a aucun souvenir. Je me rappelle de rien. Mais rien non, du tout. Je pense que les filles qui sont là s'en rappellent. En tout cas, moi, je me souviens. En fait, ce qui m'a émue, c'est que toi, à ton âge, avec le fait que tu aies des enfants et que tu sois mariée, que tu en parles et que tu sois libérée. Et je me suis dit, ça veut dire que si elle... Parce que tu es chrétienne, tu vas bien, tu machin. Ouais. Et tu vois, on peut se dire, elle est chrétienne, elle est mariée, tout va bien. Alors, le fait que tu en aies parlé, je me suis dit, si elle aussi, elle a vécu et qu'elle struggle aussi, qu'elle a galéré un petit peu au début de son mariage, ça veut dire qu'en fait, je suis pas folle. C'est pas grave si j'y arrive pas tout de suite, etc. Tu vois. Donc, je te remercie vraiment d'avoir parlé de ça. Mais je voulais quand même, pour les filles qui peuvent se demander, comment... parce que du coup... Comment, aujourd'hui, t'as tes enfants, t'as ta famille, t'es heureuse. Pour des filles qui se disent que, voilà, parce que moi, à l'époque, je me disais, mais jamais je peux construire une famille avec tout ce qui m'est arrivé et tout. Comment t'as réussi à voir positivement quel conseil tu pourrais donner à des filles qui ont vécu des abus sexuels, des abus physiques, et qui, pour l'instant, ne sont pas mariées, ne veulent peut-être pas se marier, et souffrent en se disant, j'arrive pas à m'imaginer. Tu vois. Ceux qui me connaissent bien, ils savent que de base, je n'ai pas d'enfant. Ah ouais? Ouais. T'en as 3? c'est ça qui est fou. Je n'ai pas d'enfant. Pour faire quoi et tout, machin. Les enfants, vraiment. Et en fait, je sais maintenant pourquoi. C'est parce que c'était lié aux abus. Tu vois? Je n'ai pas d'enfant parce que, en fait, j'y pensais pas forcément. Et puis, déjà même de me dire... en fait, ce qui est bien, c'est que j'avais la conscience que peut-être il s'est passé quelque chose, sans vraiment savoir précisément la chose. Et je me disais, mais en même temps, qui va aimer une personne qui... Enfin, c'était très bizarre, tu vois. Et en fait, moi, avoir des enfants, c'était genre, mais... oh là là, vraiment, j'y pense pas, ça m'intéresse pas et tout, être enceinte, enfin, vraiment, voilà, quoi. Et puis, quand mon bébé numéro 1 débarquait, donc Noah, qui a maintenant bientôt 10 ans, la vache, a débarqué et tout. Noah, ça veut dire le repos. Et en fait, Noah était un baume sur mon cœur. Ouh là là. Noah était un baume sur mon cœur. Il a ouvert, en fait, le chemin de la maternité pour moi, en fait. Alors que je pensais pas, vraiment pas, même avoir des enfants, je pensais... Sincèrement, je vis ma meilleure vie avec mon mari et tout. Hein. Vraiment, ça se passait très bien. Ça se passait. Et on a mis 7 ans avant d'avoir Noah parce que déjà par rapport à mes blessures, par rapport au passé, je voulais vraiment être bien déjà moi-même, tu vois. En plus, je ne m'aimais pas, donc aimer quelqu'un d'autre, c'est compliqué. Voilà. Et puis quand Noah débarque, vraiment, il a débarqué comme ça. C'était prévu, c'était... Hein? Non. Vraiment pas, non. Et franchement, si je m'étais écoutée, j'aurais mis 10 ans avant d'avoir mon premier enfant. Vraiment, j'étais dans un optique de dire, un enfant, pourquoi faire? Et puis surtout, Delphine, prends soin d'abord de toi, investis en toi, guéris de tes blessures, aime-toi davantage. Tu vois, vraiment, je les rentre dans cette optique-là, tu vois. Donc, quand Noah débarque, il a un peu chamboulé ma vie, clairement, tu vois, mais dans le bon sens du terme. Et en fait, je dis toujours ça, que c'est possible d'avoir une vie normale, alors que ça partait pas forcément bien, tu vois. C'est possible d'être aimé normalement, d'aimer normalement. C'est possible d'avoir une personne qui va aimer ton corps, qui a été meurtri par d'autres personnes avant. C'est possible de fonder sa famille sans que les traumas du passé influencent tout ça, tu vois. Donc, Noah débarque, et puis je me dis, c'est bon, c'est bien. Tu vois, c'est très bien et tout, notre meilleure vie, on a voyagé partout, vraiment, c'était trop bien. C'était très facile avec un enfant. Et puis mon époux me parle d'un deuxième enfant. Je lui dis, non, en fait, je sais pas pourquoi tu veux avoir un deuxième enfant, on est très bien comme ça. Et puis même moi, je me disais, mais c'est beaucoup pour mon corps, tu vois. Et en fait, mon deuxième a débarqué, qui s'appelle Lénie. Et Lénie, ça veut dire petit lion. Ça veut dire, tu vois, c'est le lion, tu vois. Donc c'est, voilà. Et ça a été une grossesse assez compliquée, même à risque, et qui a fini après avec une dépression, tu vois, qui a duré quand même presque 9 mois après
après la naissance et tout ça. Et en fait, heureusement que j'ai pris le temps de guérir juste avant, par rapport aux abus, parce que cumuler la dépression, ça aurait été dramatique. Ça aurait été beaucoup trop pour moi, tu vois. Alors, c'est possible d'avoir une famille. C'est possible, c'est réel, en fait. Et Dieu est tellement bon qu'il sait comment faire, en fait, avec nous, tu vois. Il sait comment s'y prendre. Et puis, chaque enfant apporte, en fait, finalement, quelque chose à ma vie, tu vois. Apporte un équilibre. Alors que j'ai vécu une dépression avec mon deuxième, et ben, étonnamment, Lénie m'a réconciliée avec la maternité. C'est-à-dire que quand j'accouche de Lénie, c'est comment c'est du coup un accouchement, quand j'accouche donc de Lénie, donc Lénie n'est pas encore sortie, hein, j'ai pas encore vu Lénie. Quand Lénie est en train de sortir de moi là, tout mon corps, tout mon moi en fait crie: on veut un troisième enfant. Mais j'ai pas vu encore mon deuxième. Hein. Et je savais, alors que de base, j'en voulais pas, tu vois. Et en fait, Dieu peut inverser la tendance dans une vie. Mais c'est un choix à faire. Parce que j'ai décidé, il y a quelques années en arrière, de dire, OK, j'ai vécu ça, c'est vrai. J'ai vécu ça, et c'est pas juste, c'est même horrible, c'est même dégoûtant. Enfin, voilà. Mais je choisis de faire différemment. Je choisis vraiment de prendre soin de moi, d'investir en moi, de faire une thérapie. À l'époque, les abus, on n'en parlait pas comme aujourd'hui. Il n'y avait pas autant d'outils, de pros pour nous aider par rapport à ça, etc., etc. Donc, on s'est un peu débrouillé seul avec mon époux, tu vois. On a tâtonné un petit peu, etc., etc., etc. Mais j'avais ce besoin de faire différemment. Ça faisait des années que j'étais colérique. Ça faisait des années que j'étais pas bien dans mon corps. Ça faisait trop longtemps, en fait. Ma vie s'est figée pendant trop longtemps à cause de ça. Et pour moi, c'était inacceptable, impensable de continuer comme ça. Je voulais forcément, en fait, faire différemment. Je voulais forcément changer. En fait, j'étais pas la femme que je voulais être à ce moment-là, tu vois. Alors, voilà. Mais vraiment, si tu te poses la question, est-ce que c'est possible, etc., etc., je suis la preuve vivante que c'est possible. J'ai eu 3 enfants. Alors qu'à la base, j'en voulais pas. Je suis la preuve vivante que c'est possible, en fait, d'avoir une vie normale. Tu vois. Et justement, par rapport aux enfants, parce que moi, c'est un truc que là, vraiment, je vis. Mon petit, il a 1 an et demi. Oh. Il s'appelle Gabriel, je l'aime trop. En fait, je t'avoue que même si je suis chrétienne, j'ai la foi et tout en Dieu, que c'est lui qui protège et pas forcément que moi, j'ai une peur constante que il lui arrive quelque chose ou qu'il lui arrive exactement la même chose que moi. Et la raison pour laquelle j'avais fait des thérapies, c'est que je m'étais dit, que je suis allée voir le psy, c'est que je m'étais dit, je refuse de transmettre à mes enfants mes traumas, tu vois. Je refuse de leur transmettre tout ce que j'ai. En fait, ça s'arrête à moi. Absolument. L'abus, ça s'arrête à moi. Absolument. Parce que quand j'en avais parlé à ma grand-mère, à ma mère, etc., ils m'ont dit, mais moi aussi, mais t'es arrivé ça. Pas exactement la même chose que moi, mais des fois où elles ont vécu des violences, ou peut-être pas sexuelles, mais ne serait-ce que physiques, tu vois. Et surtout dans notre communauté africaine, c'est quand tu commences à parler, tu te rends compte qu'en fait, nos mamans, nos grand-mères, nos tantes, elles ont vécu des souffrances comme ça, qu'elles ont gardées et qu'on a perpétuées sans forcément le vouloir à nos enfants, tu vois. Et moi, j'ai dit, mais en fait, ça s'arrête à moi. Mon enfant, il ne vivra pas ce que j'ai vécu. Absolument. Mon enfant, il ne vivra pas de violence sexuelle. En tout cas, je vais tout faire pour éviter ça. Et des petits trucs, juste des petits trucs alertes. Je laisse pas mon enfant quelqu'un en qui j'ai pas forcément confiance. Je demande au Seigneur, quel Saint-Esprit cette personne, je peux lui faire confiance ou quoi. Et des trucs qu'on faisait pas forcément. Moi, je sais que dans nos communautés, tu mets ton enfant chez un oncle, chez une tata, et même si par exemple il va pas se faire attoucher, peut-être il va être moins bien traité que l'enfant de la tata en question, tu vois. Et aujourd'hui, mon truc, c'est de me dire, ok, des fois j'ai quand même peur que malgré toutes les choses que je vais mettre en place pour l'aider, de le protéger. Et je me dis, il y a sa 2e enfant. Et quand je vois que toi t'as 3 enfants, je me dis, bon, peut-être que c'est possible de s'apaiser. Donc toi, par exemple, quand t'avais ton premier, ton deuxième et ton troisième, comment t'as fait juste pour chill, tu vois, te dire, j'ai pas du tout, alors, en toute honnêteté, je pense que je dois travailler encore sur ça. C'est vrai. Si je dois être honnête, par exemple, pour mon premier, pour tout ce qui était donc crèche, garderie. La crèche, surtout. J'ai fait aucune démarche.
j'ai envoyé mon mari le faire. J'ai fait aucune démarche. Même le fameux jour pour l'intégration, etc., j'ai pas été. C'est vrai? Ah non. T'es pas allée à l'intégration? Ah non. Ah mince. J'étais pas... En fait, je voulais pas que mes émotions, qui n'étaient pas encore stabilisées, mon petit les ressente. Les ressentis. Tu vois. T'as peur. Ouais, je voulais pas. Et puis, voilà, je voulais pas. Et je travaillais encore sur ça. Ouais. Et il y a eu une conférence de femmes, il y a maintenant des années en arrière, j'avais juste mon premier bébé. Et puis, bref, du coup, elle parlait justement de ça. Et on se voit après. Je suis en cours parce que c'est super long, mais... Et je lui dis... et puis, elle me dit, mais en fait, Delphine, en fait, tu n'as pas confiance en Dieu. J'ai dit, bah, bien sûr que si. Je suis enfant de Dieu, je suis sa fille. Non. Elle me dit, non. J'ai si. Elle me dit, non. Elle me dit, tu ne pourras pas protéger à 100% ton fils, c'est impossible. Tu pourras pas. Et là, je commence à pleurer. Je réalise que c'est vrai, en fait. En fait, même si je fais tout mon possible, je pourrais pas. Quand il est à l'école, je suis pas là. Tu vois. Donc, en fait, je dois lâcher prise, faire confiance à Dieu. Et c'est pas toujours facile. Ouais. Parce que on est dans un monde de fous. Tu vois, mon grand veut aller à l'école tout seul. Pardon, pour faire quoi, en fait, tout seul. Pour aller où? Pour aller où? Alors, des fois, il le fait parce que voilà, il faut qu'il... Je dois aussi apprendre aussi, tu vois, à lâcher prise, mais faut me voir. Ouais. J'appelle l'école, bonjour, excusez-moi, est-ce que Noah est bien arrivé? Et ils me disent, mais madame, on peut pas passer notre temps à répondre à toutes les mamans qui... Tu vois, d'accord, très bien, bonne journée, oui, au revoir. Tu vois, ouais. Et en fait, on n'a pas le choix. À un moment donné, on pourra pas garder nos enfants indéfiniment avec nous, c'est impossible. C'est impossible. Et du coup, je prends le parti de souffler, de parler à mes enfants, de leur dire, quoi faire, de leur parler de leur intimité depuis tout petit. Hein. Vraiment, depuis qu'ils sont petits, je leur parle de leur intimité, des limites des adultes et même des enfants. Et je leur dis même aussi, vous ne regardez pas non plus, vous ne touchez pas non plus. Enfin, vraiment, j'instaure ce que j'ai moi, un truc comme en tant que mère. Après, le reste... Mais déjà, le fait de leur parler, ouais. le fait déjà de leur dire, de les enseigner, je pense que ça va... Et ils comprennent du coup, parce que moi, le mien, pour l'instant, il est petit. Donc, je suis là. Du coup, c'est papa et maman qui changent la couche, ou papy et mamie. Après, le reste, on ne change pas. Ça, on ne touche pas. Bon, il a... Donc, il ne comprend rien. Mais du coup, je m'inquiète et je me dis, à toi, avec le temps, tes enfants, maintenant, ils comprennent les concepts. En fait, ils comprennent depuis tout petit. C'est vrai. Même Gabi, il fait gna gna gna. C'est ça, c'est son langage, tu vois. Oui. Mais il sait. Et en fait, de leur parler tout petit, avec leurs mots d'enfant, tu vois, et de dire les vrais noms. On ne dit pas ton petit bidule. Non, c'est pas un petit bidule, ça s'appelle un pénis. Le jour où, admettons, un enfant qui a donc été, inculqué dans ces valeurs-là, depuis tout petit, arrive ce qui arrive, par exemple, il va savoir dire, en fait, le terme exact. Et même face à la personne qui va peut-être le toucher, il va dire, oh, wow, attends, quoi il sait. Et en fait, on doit dire à nos enfants les choses, bien sûr, à leur niveau, à leur âge, tu vois, mais c'est important d'en parler. Pas pour transmettre la peur, non, pour justement qu'ils se protègent et qu'ils sachent finalement dire non, là, c'est mon corps, ça m'appartient, tu vois. C'est trop important. Et même ma fille qui a 1 an, je lui parle. Et je dis pas, c'est ton... Je sais pas comment on dit ça d'ailleurs. Mais c'est une vulve, donc je lui dis, c'est à toi, ma chérie. Et personne ne peut toucher ça. Ça. Pour l'instant, maman, parce que t'as un bébé, mais en grandissant, tu feras toute seule. Tu vois. Et ces choses-là, moi, j'ai pas forcément eu dans mon enfance. Et moi, c'est mon mandat, en fait, en tant que mère, de leur dire, de libérer la parole par rapport à ça. Tu vois. C'est trop important. T'es de quelle origine déjà? Congolaise. Ah bah moi aussi. Braza ou Kin? Moi je suis Braza. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi, parce que j'ai pas envie de jeter la faute sur nous, mais comment est-ce que, parce que le fait qu'on soit noir et qu'on vienne de communautés aussi où t'as beaucoup t'as le lien familial et le fait que mais c'est important de préserver la famille, les secrets de famille. Souvent on dit ça, c'est des choses, c'est dans la famille, tu vois. Comment est-ce qu'on peut aussi essayer de parler à notre communauté, se remettre en question aussi sur les erreurs, parce que souvent c'est difficile d'avoir des conversations avec nos grands, nos yayas, mais quand même se dire, ok,
remettre en question nos manières de faire, nos pratiques, qui sont pas forcément... Parce que même si, ok, on est Congolais, on est aussi, pour certains, croyants, tu vois. Donc, en vrai de vrai, le fait que tu crois en Dieu et que Dieu, il aime chacun d'entre nous et qu'il les protège, ça doit primer sur on est Congolais ou on est Africain, la famille d'abord, tu vois. Comment est-ce qu'on peut aussi parler avec nos grands et essayer de leur faire comprendre des choses? Parce que des fois, tu as vraiment, pour les personnes qui nous écoutent ou des filles qui ont vécu ça, qui traînent dans un silence parce que la famille, tu vois. Parce que moi, je parlais d'un inceste symbolique, parce que c'est symbolique en vrai, mais pour celles qui vivent des vrais incestes, avec des vrais membres de leur famille, des membres qui ne sont pas morts, moi, la personne est décédée, donc je ne peux rien faire, mais des personnes qui ne sont pas mortes, des personnes qu'elle voit tous les jours. Comment on peut aider les femmes à parler et intégrer nos familles dans le processus de guérison? Je pense que, tu vois, nos parents, etc., enfin, la génération d'avant, ils ont des traumas. Et je pense qu'ils n'ont pas su faire, ils n'ont pas su... Voilà, en gros, c'est on garde son cœur, on prend sur nous, etc., et on n'en parle pas. Sauf que les conséquences, elles sont là. C'est que les enfants aussi sont traumatisés parce que les parents, etc. Et en fait, on est dans une génération où nous, on se rend compte de ces choses-là. Et du coup, on libère plus facilement la parole. Podcast, émissions, bouquins, bref. Il y a tellement de choses aujourd'hui. Et en fait, même si ta famille n'est pas forcément prête à entendre pour X, Y raison, à un moment donné, on en parle. À un moment donné, il faut libérer la parole. Et si eux ne sont pas forcément prêts à l'entendre ou à l'accepter, eh ben, c'est pas grave. Mais moi, là, j'ai souffert. Et je souffre encore de ça. Et puis, tonton Intel est toujours là, en fait, à la maison. Et pour moi, c'est inacceptable. Maintenant, vous l'entendez pas, eh ben, tant pis pour vous. Mais moi, j'en ai besoin, en fait. Et j'encourage vraiment les gens à investir en eux, à prendre soin d'eux, à aller en thérapie. Par exemple, tu vois, je savais pas, mais quand tu es donc maman, à la PMI, tu as des psychologues et c'est gratuit. Moi, ça m'a sauvé la vie pour mon deuxième enfant, par exemple, tu vois. Il y a plein de structures aujourd'hui où on a accès à des personnes, à des pros, plus facilement qu'avant, tu vois. Il faut libérer la parole. Il faut libérer la parole. Et en fait, quand on libère la parole, on met en lumière ce qui est caché. Et quand c'est caché, du coup, on se sent isolé, on se sent pas comprise, etc. Alors qu'en fait, on doit libérer la parole. Moi, je l'ai fait. Pas pour ma famille, pas pour... non, parce que j'en avais besoin, en fait. J'avais besoin de mettre en lumière ce que j'ai vécu et qui était du coup pas normal parce que les conséquences, elles étaient là aujourd'hui. Et aujourd'hui, je dis souvent ça, mais c'est une réalité, le plus beau cadeau que je peux faire à mes enfants, c'est d'avoir une maman en bonne santé émotionnelle. Amen. J'ai vu des thérapeutes, j'ai vu des psys parce que j'en avais besoin. J'ai parlé à des personnes parce que j'en avais besoin, en fait. Et guérir dans son coin seul, ça n'existe pas. C'est pas possible. Oui, Dieu est là, c'est vrai, mais Dieu met aussi des personnes autour de nous qui sont qualifiées pour prendre soin de nous aussi. La communauté, elle est ce qu'elle est, mais nous, on peut inverser la tendance. On peut faire différemment. On peut libérer la parole. On peut en parler. Oui, il y en a qui vont peut-être mal le prendre. Mais en attendant, moi, j'ai vécu ça. Franchement, c'est encourageant. Et moi, te voir heureuse, épanouie, le fait même que je me sois mariée, que ça va, je me dis, même si aujourd'hui je suis mariée, ça va, le fait de te regarder, et parce que t'es une aînée, je me dis, ok, on marche droit, on y va, let's go. Et même si un jour tu tombes et ça va pas, je me dis, ok, let's go, on se relève, ça va aller, tu vois. Donc, je te remercie aussi pour ta vie parce que déjà, toi et ton mari aussi, je le suivais beaucoup. Vous êtes vraiment des personnes qui ont impacté beaucoup de personnes. Des fois, tu sais, on le dit pas. On vous voit et tout. Et même quand tu suis les gens sur les réseaux sociaux, les gens, ils te disent pas souvent à quel point tu les inspires, tu vois. Moi, tu m'inspires et je suis trop contente. Inspire JD en plus. C'est ça. Voilà. Et d'ailleurs, tu as écrit un livre. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, j'ai pas ramené avec moi, j'ai coûté mon billet. Mais bon, voilà. C'est vraiment en gros, ce livre-là, peu importe tes traumas, que ce soit abus, deuil, bref, peu importe tes traumas, c'est le livre à se procurer. Et c'est vraiment le process pour passer de victime à victorieuse. C'est pas mon histoire là-dedans. Mais c'est en gros, dans ce bouquin-là, tu peux écrire ta propre histoire. Et t'as vraiment le process. Et normalement, si tu suis donc le process, normalement, à la fin, tu seras en mouvement pour aller mieux.
pour ta guérison, pour ta restauration. C'est vraiment... même, tu vois, en écrivant ce livre-là, j'ai vécu une guérison par rapport à un point précis, tu vois. Et en fait, ce qu'on a vécu, il n'y a pas de, entre guillemets, de point final. On sera toujours en mouvement, tu vois, en process. On va constamment évoluer, constamment être en restauration parce que le temps passe au fil des saisons. Un enfant, 2 enfants, bref, peu importe ce qui se passe, on sera forcément en mouvement. Par exemple, un exemple, j'ai donc maintenant une petite fille et quand j'ai donc eu mon 2e bébé, enceinte, j'avais peur d'avoir une fille. Enfin, je disais aux gens, oh non, moi j'ai un garçon, mais en fait, c'était la peur d'avoir une fille. Pourquoi ? Parce que j'avais peur que elle subisse ce que j'ai subi, ce que j'ai subi, tu vois. Et j'ai donc dû guérir par rapport à ça. Mais comme la base était déjà guérie, fondée et solide, ma petite guérison, elle a duré 1 heure. J'ai dit, tiens, papa, je suis au bout de ma vie, là. Et ça, en 1 heure, c'était plié parce que la base était déjà solide, tu vois. Donc, en fait, vraiment, c'est le livre, et c'est pas parce que c'est mon livre, hein, vraiment, mais je vous dis la vérité, là. C'est le livre que j'aurais aimé lire il y a 15 ans, 20 ans en arrière, par exemple, tu vois. Parce que, ce livre, même encore maintenant, il me fait même du bien encore maintenant. Donc, allez-y, il est sur Amazon, il est un peu partout. Donc, on va mettre le lien, ne vous inquiétez pas. Et d'ailleurs, juste pour ton livre, tu l'as écrit à peu près dans quelle période de ta vie ? C'est-à-dire que tu dis que voilà, c'est une clé et tout, et c'est la chose que tu aurais aimé avoir. Donc, quand tu l'as écrit, est-ce que tu l'as écrit... tu l'as écrit dans quelle période de ta vie et tu étais dans quel mindset, tu vois ? Figure-toi que je l'ai écrit quand j'ai accouché de mon 2e bébé. J'écrivais la nuit quand je faisais les postpartum. C'est ça, les tétés, tu vois, j'ai Et puis j'ai fait une pause, du coup, à cause de ma dépression. Mais j'ai vraiment écrit donc pendant mon 2e bébé, enfin après mon 2e bébé. Et en fait, quand je l'ai écrit, de toute façon tu verras sûrement, mais dans le début, en fait, j'ai une liste de prénoms. Et j'ai écrit ce livre-là en pensant à toutes ces personnes-là. Tu vois, et tant d'autres aussi, mais... Et en fait, je me disais, mais qu'est-ce que, par exemple, Angela veut entendre, veut découvrir, veut savoir ? Qu'est-ce que Rachel veut entendre ? Et je pensais à toutes ces personnes-là qui ont vécu ces choses-là, en fait. Et je me disais, mais qu'est-ce que je peux donner comme clé pour que ces personnes-là puissent comprendre que, oui, on est des victimes, mais c'est pas notre statut définitif. Il y a autre chose derrière ça, tu vois. On est appelé à autre chose. On n'est pas appelé à passer notre temps à pleurer, à se lamenter sur notre sort, mais à briller. Et en fait, aujourd'hui, c'est ouf ce que je veux dire, mais les abus que j'ai subis sont aujourd'hui un tremplin pour qui je suis, pour la femme que je suis devenue, l'épouse et la mère que je suis devenue. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui me pousse, en fait, qui me pousse à parler aux gens. Quelque chose qui m'anime. Et en fait, je veux que tout le monde soit des victorieuses. On est fatigué d'être des tu vois ce que je veux dire ? Il y a tellement plus que d'être une victime. Ouais, de victime à victorieuse. C'est lieu. Pour ne plus avoir ce... Parce que c'est vrai que quand on pense aux victimes, parce que souvent c'est comme ça qu'on nous appelle quand on va au tribunal. Oui, exactement. C'est vrai que ça culpabilise de fou, tu vois. Et dès que tu entends victime, c'est comme si... Enfin, j'ai l'image d'un poids qui se met sur ton épaule, où tout le monde le voit. C'est elle la victime, c'est elle la victime. Or, quand tu dis victorieuse, parce qu'on va pas te dire que quelqu'un qui a abusé, il a été victorieux, tu dis victorieux quoi. Mais si en vrai survivante, parce que tu as été victorieux, parce qu'aujourd'hui, t'es bien. Aujourd'hui, il y a des femmes qui ont été abusées qui ne vont pas bien. Il y en a beaucoup qui vont pas du tout bien. Donc c'est vrai que passer de victime à victorieuse, c'est incroyable. Et du coup, merci pour ton livre qui va nous apprendre. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Est-ce qu'il y a la possibilité, si les filles elles veulent, de prendre des coachings, etc. Est-ce que tu peux un peu te vendre, nous dire un peu Parce que je pense que voilà, il y en a qui les psys, etc. C'est bien, mais je pense que du coup toi, est-ce que tu as des trucs ? Bon, il y a ton livre. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Comment on peut faire ? Alors, on a du coup donc 2 pages Instagram, ma perso, qui est Mrs DLP. De toute façon, il y aura sûrement, je pense, écrit, voilà. Et puis inspire.jd. C'est vraiment une plateforme sur Instagram pour, de base pour les chrétiens célibataires, parce que c'est aussi notre mandat avec mon mari, mais pas que. Pas que. Et donc vraiment, en fait, peu importe le moyen, venez me parler. Peu importe le moyen, venez me parler. J'aurais aimé, tu vois, avoir une Delphine, par exemple, il y a des années en arrière. J'aurais aimé avoir
des personnes comme ça, des personnes clés pour pouvoir du coup m'accompagner. J'aurais aimé avoir une Joanne qui fait des podcasts, tu vois, comme ça. J'aurais aimé qu'il y ait des personnes comme ça clés pour m'aider à avoir espoir. Puis même mieux respirer, tu vois. Ouais. Donc vraiment, toi aussi, sois vraiment encouragée dans tout ce que tu fais. Je pense que tu es la voix pour d'autres personnes. La voix VOIX, mais la voix OIE aussi. Et avec ce que tu as, avec ce que tu es, tu peux le faire. Et peu importe, en fait, je crois qu'une des choses qui fait que on est sur la bonne voie, c'est qu'on commence à penser aux autres personnes qui sont aussi victimes, de dire mais qu'est-ce que je peux faire pour elles, tu vois. Ouais. Ça montre que potentiellement tu es sur la bonne voie, parce que du coup tu n'es plus focus sur toi, mais sur les autres, en fait. Pour apporter des solutions. En tout cas, je suis super contente de cet épisode. Vraiment, merci infiniment Delphine d'être venue. Les filles, vraiment, n'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à partager votre vécu, à nous envoyer des messages aussi si on peut vous aider du mieux qu'on peut. Vraiment, prenez un petit rendez-vous chez le psy, chez le thérapeute, en fonction de votre problématique. Vraiment. Si vous êtes chrétienne, allez voir votre pasteur. Si vous avez une autre confession, allez voir quelqu'un qui pourra vous comprendre aussi selon ça. Et vraiment, tout le message d'aujourd'hui, c'est de dire que c'est possible de construire une famille. Après un abus, on est là. Hein, donc, voilà. C'est possible de construire sa famille, c'est possible d'avoir un couple sain aussi. Il y a des hauts et des bas, mais c'est vraiment possible. Et que Dieu vous bénisse. On se retrouve dans un prochain épisode très très rapidement. Et on vous fait des gros bisous. Salut. Bye bye. Oh là là, je suis trop émue là. C'était trop court. Enfin, ce sujet, il est tellement passionnant. Ah, mais tu sais pas à quel point je t'aime, genre. Non, mais vraiment, je suis trop émue là, c'est pas possible. J'étais vraiment